Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération d'Espagne était hier matin à Bamako. Il est venu s'enquérir de l'évolution de la situation au Mali. Gonzalo de Bento a eu une séance de travail avec son homologue malien, Tchema Iber Coulibaly, avant d'être reçu en audience par le président de la République par intérim. Le point avec Ibrahima Traoré. Aussitôt arrivé à Bamako, le secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération d'Espagne s'est rendu à la résidence du président de la République par intérim. Gonzalo de Bento Segades est venu témoigner la solidarité de son pays au peuple malien. Il estime que l'Espagne, dans le cadre de l'Union européenne, entend tout mettre en œuvre pour aider le Mali à résoudre rapidement la crise qu'il traverse. Avec le chef de l'État par intérim, il a été aussi question de coopération entre les deux pays. Nous maintenons toute notre coopération humanitaire. Aussi, dans les volets politiques, nous souhaitons accompagner les autorités maliennes dans l'effort de dialogue qu'ils vont entamer début décembre. Et également dans les domaines sécuritaires, nous sommes déjà présents avec des missions de renforcement des capacités de sécurité, prochainement dans une mission de l'Union européenne pour l'entraînement des forces maliennes et dans le futur dans une opération qui peut-être sera approuvée par le Conseil de sécurité au mois de décembre. Tout cela pour dire que notre priorité est le bien-être et le progrès du peuple malien avec ses autorités et que vous pouvez compter ici au Mali avec toute l'amitié du peuple et du gouvernement espagnol. Le secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération d'Espagne s'est entretenu auparavant avec son homologue malien. Les deux ministres se sont retrouvés ensuite pour une séance de travail. Maliens et Espagnols ont passé en revue l'excellente relation entre Bamako et Madrid. Les deux parties ont enfin décidé de diversifier leur coopération pour le bonheur des populations. Oui, restons dans le domaine de la coopération où la Banque mondiale finance au Mali une vingtaine de projets et programmes d'un montant de près de 360 milliards de francs CFA. Ces projets concernent les secteurs clés du développement de notre pays, tels les transports, l'énergie ou encore la décentralisation. Le gouvernement et la Banque mondiale évaluent l'état de mise en œuvre de ce partenariat. C'est à la faveur de la revue 2012 ouverte hier matin à Bamako. Brahma Traoré. Cette revue intervient dans un contexte de reprise de l'assistance de la Banque mondiale au Mali. L'institution financière avait suspendu ses opérations suite au coup de force du 22 mars. La revue 2012 vise donc à évaluer l'état d'exécution des projets et programmes financés par la Banque mondiale. Le portefeuille actif des projets Banque mondiale au Mali comprend 20 projets et programmes pour un montant total estimé à plus de 360 milliards de francs CFA. Avec un taux de décaissement d'environ 40%. Un taux de décaissement jugé très faible. À la Banque mondiale, on estime à près de 60% les montants non décaissés à la date du 10 novembre 2012. Je pense qu'on a touché à l'essentiel des problèmes auxquels le portefeuille est confronté. On a pu aussi relever les progrès que les programmes et les projets connaissent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si on s'est appesanti sur les difficultés, c'est tout à fait normal, c'est l'objectif d'un exercice comme celui-là. Il y a aussi pas mal de résultats probants que ces projets ont réalisés au Mali. Le taux actuel de décaissement est à revoir à la hausse pour une bonne exécution des différents projets et programmes. La finalité est de rendre plus efficace l'assistance de la Banque mondiale au Mali. Il est en notre capacité de faire mieux, de faire beaucoup mieux. Alors j'ai noté qu'il y a eu plusieurs recommandations, que les balles sont essentiellement dans notre camp, à nous, partie malienne, et lorsque nous aurons sorti la balle de notre camp, alors nous pourrons revendiquer à notre partenaire de faire de même. Parmi les principaux secteurs d'intervention de la Banque mondiale au Mali, on peut noter le développement rural, les transports, l'éducation et la décentralisation. Ouverture au Haut Conseil des collectivités d'un atelier visant à renforcer les capacités des conseillers nationaux face à la situation sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire au Mali. Cet atelier doit permettre aux participants de mieux comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans la perspective d'un retour de la paix au Mali. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra.
Les responsables du Haut Conseil des collectivités sont convaincus que la réussite de leur mission dépend de la qualité des hommes et des femmes de leur institution. C'est pourquoi ils se sont investis résolument dans une politique de renforcement des capacités de leurs conseillers nationaux. L'atelier qui s'est ouvert ce jeudi à Bamako en est une illustration parfaite. Sa thématique centrale est le renforcement des capacités des conseillers nationaux face à la situation sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire du Mali. Il s'agit pour nous, conseillers nationaux, de nous outiller afin de nous permettre de mieux comprendre notre rôle et notre responsabilité dans la perspective d'assurer le retour de la paix, d'impulser le développement local et régional et enfin nous comporter en acteurs incontournables dans la conduite de la transition à travers une approche participative des élus à tous les niveaux. Au cours de ces 4 jours de formation, les participants discuteront de la décentralisation et de la paix, du rôle et de la place du Haut Conseil des collectivités dans le processus de la transition et du retour de la paix. À ceci, il faut ajouter le rôle des élus dans la résolution du problème du Nord. Les travaux sur la transition des médias audiovisuels maliens vers le numérique se poursuivent. La commission stratégie et planification pour la transition de la radiodiffusion analogique terrestre vers le numérique a penché sur les mesures visant à la concrétisation de ce projet crucial de la primature et des départements de la communication et des nouvelles technologies. Pour la réussite de ce basculement vers le numérique au Mali, tous les acteurs ont souhaité la création d'un organe de régulation audiovisuelle indépendant. Les détails de la rencontre avec Aboubakar Mega. Après une longue récréation, le Mali relance ses travaux de basculement vers le numérique. Les membres de la commission stratégie et planification du Comité national de transition vers le numérique se concertent sur les résolutions de la réunion ministérielle de l'UEMOA tenue récemment à Ouaga. Ils ont aussi débattu du projet de chronogramme national avec la feuille de route communautaire et les nouveaux plannings de travail des 3 groupes d'experts réfléchissant sur les projets. Les délais sont très courts. Pratiquement tout doit être fait maintenant l'année 2013. Et les textes qui vont régir le nouveau espace audiovisuel et les choix technologiques pour les normes qui sont adoptées au niveau communautaire et les contenus, parce que la transition c'est pour créer de nouvelles chaînes, de nouveaux contenus et surtout le nouvel organe de régulation qui va réguler tout ça. La création de cet organe de régulation audiovisuelle indépendant semble indispensable aux yeux de la majorité des membres de cette commission. Cette structure devra contribuer à résoudre les problèmes liés à l'autorisation de diffusion et à la distribution des fréquences aux différentes radios et chaînes de télévision publiques et privées. Nous sommes obligés d'aller vite. Nous avons déjà mis en place une commission. Il y a une étude qui est en cours. Les conclusions seront déposées en décembre. On va se réunir, toutes les parties vont se réunir. Et le consultant qui travaille devrait nous proposer un projet de loi sur cet organe de régulation-là, ses missions, ses prérogatives, et 2 projets de décret. Un sur son organisation et son fonctionnement. 2 sur les indemnités et autres avantages accordés aux membres. Le projet de transition numérique est probablement le plus gros projet jusqu'en 2015. Parce que vous imaginez, tous ces vieux postes radio, ces vieux téléviseurs en analogique, là, c'est tout ça qu'on va abandonner. Autre challenge majeur qui attend les acteurs chargés de la transition des radios et télévisions maliennes vers le numérique d'ici juin 2015, c'est la mobilisation des fonds pour financer les processus. Après, il leur faudra approcher les téléspectateurs et auditeurs pour les sensibiliser sur les changements que va engendrer l'ère du tout numérique en Afrique. Exercice de simulation à l'aéroport international de Bamako-Sénou. C'était à la faveur de l'opération Dianfa qui a sa 3e phase. Il s'agissait pour les initiateurs de faire une simulation de prise d'otage et de mettre en pratique les différentes méthodes de négociation. Cet exercice qui regroupe la hiérarchie militaire et les responsables de l'ANAC permet de tester le plan de sécurité de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Un reportage de Mohamed Diarra. Ce jeudi matin, aux environs de 9h45, des terroristes ont pris en otage les passagers d'un bus. L'enlèvement s'est produit entre la salle d'embarquement et l'avion qui devait les transporter. Les ravisseurs demandent la libération d'un des leurs qui a été arrêté à Bamako pour brigandage. Ce n'est pas tout, ils demandent aussi la rançon de 100 millions de dollars et un avion.
Pas de panique, cela est tout juste une simulation. Un exercice dénommé Djanfa qui vise à tester le plan de sûreté de l'aéroport international de Bamako-Sénou. C'est pouvoir, avec tous les plans qu'on a, les installations qu'on a et les hommes qu'on a, en cas de crise, quelle serait notre réaction? Et pouvoir tester tous les équipements, tester les bâtiments et voir également la synergie entre les hommes pour parer à toute crise. Aussitôt informé, le comité de crise s'est réuni à l'aéroport sous la direction du colonel Younoussa Maïga, représentant le chef d'état-major général des armées. L'équipe entre en négociation avec les preneurs d'otages. Pas question, les ravisseurs sont campés sur leur position. Première tentative reçue, ils demandent de la nourriture contre la libération de 4 otages, dont une femme enceinte. Parmi les otages libérés, la gendarmerie découvre un terroriste et il est arrêté. La situation se complique. Les terroristes poignardent un otage. Après plus de 4 heures de négociations, pas de suite favorable. Le comité de gestion de la crise donne le feu vert pour l'intervention armée. Le reste des otages est libéré et mission accomplie. Nous sommes vraiment fiers de ce qui s'est passé. Bien que ce soit un exercice, ça peut nous permettre demain de gérer une crise réelle. Nous avons travaillé avec toutes les composantes qui gèrent les crises au niveau d'un pays, que ce soit au niveau stratégique et opérationnel. Nous sommes à un niveau opérationnel. Le dispositif mis en place a permis d'apprécier le plan de l'ANAC. Le but de l'exercice, c'est aussi de renforcer les capacités d'intervention des forces de sécurité aéroportuaires dans la perspective des opérations futures. L'opération Djanfa, qui est à sa 3e édition, a lieu tous les 2 ans. En Mauritanie, manifestation pro et anti-Aziz avant son retour en Mauritanie, annoncée pour demain samedi. De nombreux leaders responsables de l'opposition exigent le départ du président pour incapacité physique et intellectuelle selon leur mot d'ordre. De nombreux militants et les principaux leaders de l'opposition mauritanienne étaient dans les rues de Nouakchott mercredi en fin de journée. Leur mot d'ordre, le départ du chef de l'État pour incapacité physique et intellectuelle. Mohamed Abdelaziz a été vu mardi à Paris aux côtés du président français. Premières images vidéo depuis son hospitalisation en France consécutive à une blessure à l'abdomen causée par une balle reçue le 13 octobre par accident selon la version officielle. Je le proclame haut et fort. Mohamed Abdelaziz est à l'agonie. Et tout ce que vous voyez n'est que gesticulation. C'est vrai que l'approche... Analysant la voix et les gestes de Mohamed Abdelaziz, ses opposants l'ont jugé faible, trop faible pour diriger le pays. Il réclame un processus de transition. Le président de la République souffrait déjà d'une incapacité politique. Aujourd'hui, après l'incident du 13 octobre, ce handicap s'est aggravé par une incapacité physique. Les partisans du président, eux aussi, ont manifesté mercredi soir dans la capitale mauritanienne, défilé en voiture pour afficher leur soutien à Mohamed Abdelaziz, dont le retour au pays est annoncé pour samedi. RD Congo, les présidents Kabila, Museveni et Kagame somment les rebelles du M23 de quitter les localités occupées. Les rebelles auront un plan de retrait qui leur sera soumis dès la fin de cette rencontre entre les 3 présidents. Les rebelles n'entendent pas lâcher prise. Après 2 heures d'entretien en Entebbe, les présidents de l'Ouganda, du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont demandé hier aux rebelles du M23 de cesser immédiatement leur offensive et de se retirer de Goma. Où qu'ils soient, nous leur demandons de faire demi-tour, leur a lancé le président Yoweri Museveni. Les rebelles devront sortir de la ville selon un plan que nous leur remettrons et il y aura une force présente pour s'assurer que personne ne viole le cessez-le-feu. Devant ses homologues rwandais et ougandais, le président Joseph Kabila a pris l'engagement de rechercher les causes des désordres qui règnent dans l'est de son pays et d'y remédier du mieux qu'il peut. De quoi satisfaire son homologue rwandais, accusé de mettre de l'huile sur le feu.
Pour les problèmes qui concernent les Congolais, ils doivent être réglés par les Congolais eux-mêmes. Alors que les rebelles du M23 consolident leur emprise sur la ville de Goma et qu'ils viennent d'annoncer la prise de la ville d'Osake, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Nord Kivu, les présidents Museveni et Kagame leur disent clairement qu'il faut arrêter l'aventure et qu'ils ne peuvent accepter l'idée d'un renversement du gouvernement légitime de Kinshasa. Les rebelles du M23 ne l'entendent pas de cette oreille. Ils exigent un dialogue direct avec le président Joseph Kabila avant tout retrait de la ville de Goma. Un dialogue autour d'une table avec la société civile, la diaspora et l'opposition congolaise. Sport, le championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi ce vendredi avec la participation de 16 clubs. Pour la première fois de l'histoire, un club de Kidal, Atar Club, participe à la compétition. Les organisateurs estiment mieux gérer le calendrier afin que la saison 2012-2013 prenne fin au mois de juillet. Khalifa Namantraoui. Et revoilà le championnat national de football de Ligue 1. Comme la saison dernière, l'exercice 2012-2013 se jouera avec 16 clubs, soit 30 journées et 240 matchs. Une expérience, au dire des responsables de la Fédération malienne de football, qui s'est avérée bénéfique pour le niveau du football malien. Avec 16 équipes, nous avons eu beaucoup plus de matchs, donc nos clubs ont eu beaucoup plus de compétitions. Ce qui naturellement a permis de relever sensiblement le niveau de nos clubs. Et le résultat, je crois, ne s'est pas tellement fait attendre. On a vu au niveau des compétitions des clubs. Et nous avons eu pour la première fois 2 équipes dans la phase de poule. Et également, nous avons eu le bonheur d'avoir une équipe en finale, à savoir le Joliba. En 31 ans d'existence et 28 éditions, le championnat national a connu bien des mutations, avec d'abord la phase interligue, ensuite le top 12, soit une compétition entre les meilleurs clubs du pays. Il prend alors la formule de poule unique lors de la saison 99-2000 avec 12 clubs. Juste après, les 14 meilleures formations du pays s'affrontaient pour la suprématie nationale. Les multiples difficultés ont entravé souvent son bon déroulement, notamment au niveau du calendrier. Cette saison encore, avec la Coupe d'Afrique des Nations juniors et seniors et la participation des 3 clubs de l'élite aux compétitions africaines, le comité exécutif de la Fédération malienne de football rassure. Et cette année, par rapport à l'année dernière, nous commençons très tôt, justement pour tenir compte de toutes ces obligations internationales. Donc, pour ce qui est de la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de problème. L'année dernière aussi, c'était la même chose. Donc, nous allons essayer de programmer des matchs pendant la Coupe d'Afrique. Les jours creux, nous allons programmer le championnat. Bon, pour ce qui est de l'USFAS, là, je crois que le problème ne va pas trop se poser dans la mesure où c'est un seul club. Nous allons continuer à programmer les championnats, quitte à mettre certains matchs en retard. Et au retour de l'USFAS, nous pourrons jouer ces matchs en retard. Seuls 3 clubs ont remporté le titre de champion du Mali. Le Stade malien de Bamako avec 14 sacres, le Djoliba AC 13 et l'AS Real 3 titres. La hiérarchie va-t-elle être bousculée cette année? La Coupe du Mali 2012 a montré que tout est possible en football. Aux acteurs de jouer pleinement leur chance. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Amadou Sangaré. Une pensée profonde pour nos compatriotes du Nord. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.